Donc, je vais simplement redire très brièvement que l'ICSI, c'est l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes. C'est un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui est porté donc par de nombreux établissements universitaires rhône-alpins et qui est hébergé à l'École normale supérieure de Lyon. La Covid-19 continue de frapper durement le monde, même si depuis quelques jours, ça va mieux, avec des taux de reproduction, le fameux nombre R, qui, pour le monde et pour la France, selon nos estimations, coïncident, mais c'est pur hasard en ce moment, autour de 0,85. On déplorait encore ce matin 168 729 562 infections officiellement déclarées. Alors, même si ce nombre est probablement sous-estimé d'un ordre de grandeur, il reste vertigineux à énoncer. Et dans ce contexte, l'objectif principal de ce cycle de séminaires reste de mettre en discussion des savoirs scientifiques issus de différentes disciplines. Aujourd'hui, nous aurons donc le plaisir d'écouter Antoine Flahault qui nous parlera d'épidémiologie et qui nous invitera à réfléchir à comment on peut évaluer des politiques sanitaires, les comparer et décider lesquelles sont les meilleures. Et puis, on s'intéressera à une question qui a à voir, mais qui est abordée de façon relativement différente avec Juliette Rouchier, qui nous proposera de réfléchir à comment la modélisation sociale et qualitative en épidémiologie peut aider à l'aide à la décision. Le deuxième objectif de ce séminaire, une fois encore, c'est de favoriser des échanges aussi simples, aussi directs et aussi peu médiatisés que possible, donc le moins déformé par les grands canaux de communication que nous subissons, entre les citoyens et les scientifiques, entre les acteurs de la science et les acteurs de la société. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, via le canal de discussion. Les orateurs prendront le temps qu'ils jugeront nécessaire à la fin pour y répondre comme ils le souhaitent. Une dernière information, sur la page web de l'ICSI, donc icsi.fr, vous retrouverez le programme de l'ensemble de ce cycle de séminaires. Et puis, vous retrouverez aussi des liens vers ces estimations du taux de reproduction pour la France, pour le monde et pour plus de 200 pays qui sont rendus sous forme de cartes interactives et qui sont mises à jour tous les soirs après publication des données par les différentes autorités de santé. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'écouter le professeur Antoine Flahault. Je vous remercie beaucoup, professeur Flahault, d'avoir accepté notre invitation au nom de l'ICSI. C'est un grand plaisir de vous écouter. Antoine Flahault est d'abord médecin épidémiologiste, expert mondialement reconnu de la surveillance des épidémies. Il a notamment été en charge de la surveillance de la grippe en France et a contribué au renouvellement du dispositif Sentinelle. Il a également dirigé l'école des hautes études en santé publique et il est actuellement directeur de l'Institut de santé globale à Genève. Mais Antoine Flahault est aussi un biostatisticien et sa pratique de l'épidémiologie l'a amené à s'intéresser à l'anthropologie. C'est cet ensemble de compétences interdisciplinaires qui est mis au service de l'étude de la Covid qu'il a rassemblé dans un très beau livre agréable à lire qui est dédié à l'étude des stratégies de lutte contre la Covid. Et comme nous souhaitons tous essayer de comprendre comment on peut se poser la question de savoir quelles sont les façons de comparer et d'évaluer les politiques sanitaires, eh bien, je vous cède avec plaisir et sans plus attendre la parole, professeur Flahault. Merci, Monsieur Abri. Je vais tout de suite partager mon écran. Si cela fonctionne, je crois. Voilà, donc merci de votre accueil dans cette prestigieuse école normale supérieure de Lyon, où d'ailleurs j'ai pu profiter de beaucoup de vos élèves, de vos anciens élèves dans notre équipe de l'INSERM lorsque j'étais à Paris, à Saint-Antoine, justement en charge du réseau Sentinelle à l'INSERM.
Donc aujourd'hui, on va parler des stratégies gagnantes. Quelles sont les stratégies gagnantes? Et je vais vous proposer un exposé sur plusieurs points, les stratégies existantes, et après on va voir quelles sont celles qui sont gagnantes, ou que l'on pourrait qualifier comme gagnantes, la situation épidémiologique d'aujourd'hui, et puis des concepts, car je sais qu'un bon nombre d'entre vous sont assez familiers avec ces notions et peut-être même intéressés en particulier aux notions de modélisation mathématique ou d'épidémiologie théorique. Donc je parlerai de certaines de ces notions, puis j'aborderai rapidement des points qui sont un petit peu d'actualité comme les variants ou la situation des vaccins. Donc, quelles sont les stratégies de lutte contre une pandémie? En fait, il y a un travail qui a été fait, rapporté par les CDC d'Atlanta, qui sont les centres de contrôle des maladies, à l'issue d'un séminaire qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement comment dire, lié à la Covid-19, mais ce sont les 3 stratégies qui existent pour lutter contre une pandémie. Quand vous avez affaire à une pandémie de grippe, vous utilisez ce qu'on appelle la mitigation, qu'on pourrait appeler en français vivre avec. On vit avec la grippe, hein, on n'essaie pas d'éradiquer la grippe. Et lorsqu'il y a des des risques de saturation du système de santé, on active, alors en France, on appelle ça les plans blancs, on active des plans blancs, c'est-à-dire des plans qui visent à concentrer l'activité du système de santé sur l'activité pandémique pour éviter qu'il y ait une sursaturation du système de santé. On retarde, par exemple, ou on annule éventuellement des interventions non urgentes. La deuxième technique, c'est la technique qu'on appelle suppression, qu'on pourrait appeler circulation faible du virus, à un faible niveau, pour minimiser les effets. C'est ce que l'on a fait pour le sida ou pour la pandémie de VIH. On n'a pas pu éradiquer le sida de la planète. On n'a pas non plus envie de vivre avec. On ne laisse jamais le système se saturer. On le met au niveau le plus bas possible. Et puis, il y a la stratégie qu'on pourrait appeler d'élimination. On dira même éradication s'il s'agit de l'élimination de toute la planète. Ça a été fait pour la variole. C'est en cours pour la poliomyélite. La poliomyélite, dans les années 80, il y avait encore 125 pays qui étaient concernés. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays au monde qui sont concernés. Donc, on peut viser à éradiquer de la planète un virus. L'OMS a proposé l'éradication de la rougeole. Ça aurait dû être fait en 2015. Et puis, ça n'a pas fonctionné parce qu'il faut un très, très haut niveau de couverture vaccinale, plus de 95%, et que malheureusement, l'hésitation vaccinale, les mouvements anti-vaccinaux ont fait qu'on n'a jamais pu atteindre ce niveau. On pourrait éradiquer la rougeole et la rubéole et ne pas vouloir continuer à vivre avec. Alors, c'est intéressant parce que pour la Covid-19, il n'y a pas eu de recommandation sur ces stratégies par aucun organe, en particulier pas par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, les pays ont choisi différentes versions de chacune de ces 3 stratégies. Et ils ne l'ont fait sans concertation, mais ça constitue quelque part une sorte de quasi-expérience qui nous permet justement de l'évaluer. La mitigation, le vivre avec, cette stratégie a été prise par tout l'Occident. En fait, en Suisse, où je vis et travaille, mais aussi dans toute l'Union européenne, en France, donc, aussi dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, le Canada, les USA, l'Amérique latine. Presque tous les pays occidentaux je dis presque parce que ce n'est pas le cas de la Norvège ou de la Finlande ou de l'Islande, mais presque tous les autres pays occidentaux ont choisi une stratégie réactive, c'est-à-dire que quand l'incidence et le fameux taux de reproduction dont vous venez de parler dépassent 1 pendant plusieurs semaines, alors pour éviter la saturation des soins intensifs et des hôpitaux, on va appliquer des mesures fortes. Ici, ça va être des mesures de confinement qui peuvent être régionales ou nationales.
en dernier recours, on va fermer les écoles. Je vous ai montré ici l'exemple de la République tchèque, qui est assez emblématique de ce stop and go, de ces vagues itératives suivies de confinement qui entraînent une baisse, jamais jusqu'au bout, et donc une deuxième vague apparaît, puis une troisième vague, et actuellement, ils en sont pratiquement au contrôle complet, un peu comme ça s'était passé à la fin, au début du mois de juin en France. La caractéristique est que la mortalité est élevée, elle est de plus de 70 décès pour 100 000 habitants en cumulé depuis le début de la pandémie. La France est autour de 150, pour vous dire, donc c'est le coût de cette stratégie est assez élevé en termes sanitaires. La deuxième stratégie, qui est la stratégie de suppression, de faible niveau de circulation, est celle qui a été adoptée, comme je l'ai dit, en Finlande, en Norvège, mais aussi au Japon, en Corée du Sud, au Pakistan. J'ai mis en bas la courbe de la Corée du Sud, qui pourrait paraître pas beaucoup plus agréable que celle de la République tchèque, mais qui en fait, quand vous la regardez de près au niveau des échelles, la Corée du Sud est un pays de plus de 50 millions d'habitants, un peu plus petit que la France, comme l'Italie à peu près, et vous avez des taux qui ne dépassent pas 1000 cas par jour et qui sont aujourd'hui en plateau à 500 cas par jour. On est très 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 loin des niveaux que peuvent connaître les pays européens en particulier. On a donc des niveaux qui sont qui feraient même envie à des pays de 8 millions d'habitants comme la Suisse. Donc, on a vraiment une très faible circulation du virus. Je vous montrerai le Japon, une courbe du Japon à un autre moment, mais vous verrez que le Japon non plus n'a pas dépassé les 6000 cas par jour pour un pays de 125 millions d'habitants, deux fois la France. On peut dire que le Japon, au sommet de sa vague, était à peu près à ce que visent les Français comme décrue épidémique. Donc, qu'est-ce que vous avez comme technique différente entre la suppression et la mitigation? C'est qu'il y a un contrôle beaucoup plus strict aux frontières. Parfois, c'est un blocage des frontières. Parfois, c'est un contrôle sanitaire aux frontières. Il y a ce qu'on appelle le backward tracing, j'y reviendrai, c'est la recherche rétrospective des contacts. Il y a l'utilisation très intensive de traces digitales, pas simplement les applications, mais aussi nos cartes bleues, les caméras de surveillance de l'espace public. Il y a des quarantaines et un isolement très efficaces. Au Japon, quand vous êtes positif, vous allez à l'hôpital. En Australie, vous allez dans des hôtels. Les quarantaines sont très rigoureuses. Et puis, à Hong Kong, vous êtes à l'hôtel pendant 3 semaines avec un bracelet électronique. Et puis, vous réagissez beaucoup, beaucoup plus tôt en cas de faible augmentation de l'incidence. Et puis, la troisième stratégie, celle de l'élimination, on ne peut pas encore parler d'éradication, c'est au niveau de la planète, où on appelle aussi souvent zéro Covid. C'est la stratégie des Chinois. Alors, vous voyez la courbe en bas, vous voyez qu'il y a bien eu une vague, c'était celle de Wuhan et de la région de Hubei. Et puis après, tout cela n'est jamais revenu parce qu'ils ont utilisé cette stratégie extrêmement stricte où la réaction, là, n'est pas de tolérer qu'il y ait même un faible niveau de nombre de cas, mais absolument aucun cas sur le territoire. Toutes les chaînes de transmission sont repérées et cassées le plus tôt possible avec des mesures parfois très fortes. Ce n'est pas simplement la Chine, ce n'est pas simplement des États autoritaires comme le Vietnam ou la Chine, c'est également Taïwan, une démocratie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. En France, la Nouvelle-Calédonie a adopté une stratégie de zéro Covid, et puis je vous ai dit l'Islande, certes des îles. La mortalité que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure pour la suppression est de moins de 20 décès pour 100 000 habitants. La mortalité dans le cas de la stratégie zéro Covid est de moins de 1 décès pour 100 000 habitants. Alors parfois, elle pourrait être un petit peu plus élevée lorsque, par exemple, c'est le cas en Australie, lorsque la stratégie a été mise en œuvre après que une ou voire 2 vagues soient apparues et circulées dans le pays. Alors, on peut changer de stratégie de façon volontaire ou de façon involontaire. Les Taïwanais font malheureusement en ce moment l'expérience d'un changement de stratégie non désiré.
vous voyez ici une augmentation brutale du nombre de cas. Alors, Taïwan, c'est 25 millions d'habitants, donc 800 cas par jour, ce qui est actuellement les chiffres, avec un R très élevé pour la période dans le monde aujourd'hui, supérieur à 1,50, il était à 1,60 hier. C'est une augmentation tout à fait préoccupante. On ne sait pas quand elle va s'arrêter. Simplement, les Taïwanais sont intervenus extrêmement précocement et donc ils interviennent dès les premiers cas et cette stratégie devrait être payante et ils n'ont aucune tolérance à la circulation du virus. Et donc on verra plus tard, on pourra faire le bilan de comment un pays zéro Covid se débrouille pour enrayer l'arrivée d'une vague épidémique. Première vague, vous voyez que même alors qu'ils étaient très près de la Chine, même pendant la vague de Wuhan, ils n'ont pas eu un soubresaut important. Et puis, il y a le contraire. Il y a ceux qui étaient en mitigation, un peu comme d'ailleurs les Chinois au début, ou la Nouvelle-Zélande, qui ont donc réagi comme tous les Occidentaux. C'était en Nouvelle-Zélande et la Première ministre a déclaré à la fin de cette première vague, nous avons réalisé que nous n'avions pas affaire à la grippe et nous n'allons pas continuer la stratégie de mitigation, nous allons nous engager dans une stratégie zéro Covid d'elimination. Et depuis, c'était avec un grand succès, puisque certes, il y a eu des cas, il y a toujours des cas qui peuvent rentrer par les frontières, mais ils ont toujours été maîtrisés et il n'y a pas eu de nouvelles vagues jusqu'à présent en Nouvelle-Zélande. Il y a des pays qui pourraient être tentés aussi par un changement de stratégie, des pays très proches de nous, comme le Royaume-Uni ou comme Israël, qui ont eu aussi leur stop and go répété. Lorsque le 4 janvier, le Premier ministre Boris Johnson a décidé le reconfinement du Royaume-Uni, c'était après un mois d'affilée de taux de reproduction supérieur à 1,20, le mois de décembre, et le NHS, le système de santé britannique, a dit à ce moment-là, si nous continuons à ce rythme, le pays ne pourra plus soigner dans 3 semaines les Britanniques. Et donc, ils n'avaient pas d'autre choix à ce moment-là, stratégie de mitigation, que de confiner le pays. Et il se peut que désormais, ces pays, Israël ou le Royaume-Uni, qui par ailleurs ont beaucoup vacciné leur population, ne veulent plus revoir de vagues et se mettent en stratégie de circulation minimale du virus, voire d'élimination. La France a eu une gestion de type mitigation pour les vagues 1 et 2. Et c'est intéressant d'entendre le discours du président de la République française le 28 octobre devant les Français à la télévision lorsqu'il annonce un changement de stratégie qui a été très peu commenté par les médias et par les experts, mais où tous les ingrédients, ou presque, de la stratégie dite de suppression sont contenus dans ces éléments de langage. Je les reprends, il dit « Nous voudrions passer de 40 000 à 5 000 cas par jour au 1er décembre ». On était au sommet de la vague le 28 octobre. La deuxième chose, c'est qu'il parle d'une révision de la stratégie de test de dépistage et du traçage des contacts. Il parle d'une utilisation plus massive des traces digitales, de l'application Tous Anti-Covid, et il évoque un isolement qui, désormais, doit être plus efficace des personnes positives. En fait, le 1er décembre, malheureusement, la France, qui était dans une très bonne pente pendant tout le mois de novembre, s'est retrouvée en plateau à 10 000 cas par jour, donc pas aux 5 000, et n'a jamais réussi ou n'a jamais décidé d'ailleurs, de prolonger l'effort pour arriver aux 5 000 cas. Il y a eu un renoncement du gouvernement, d'ailleurs sans que les objectifs chiffrés soient rappelés, ni que d'autres soient annoncés. On n'a pas cherché, alors qu'on était au début décembre, on aurait probablement pu fermer les écoles qui n'avaient pas été fermées au mois de novembre. Pendant 2 semaines, ça aurait fait 4 semaines de fermeture d'école et probablement avec cela, on serait arrivé à 25 000 cas par jour au 1er janvier. Toujours est-il que ce n'est pas ce qui s'est passé et que le 1er janvier, ça a continué à augmenter, c'était au-dessus de 10 000. À la fin du mois de janvier, il y avait 20 000 cas. Le Conseil scientifique a à nouveau demandé
au fin janvier de faire un confinement, mais ce confinement n'a pas été fait. En revanche, il n'y avait plus de risque de saturation des soins intensifs. Donc, on quitte la stratégie de mitigation si, quand il n'y a pas de risque de saturation, on instaure des mesures de confinement. Car le couvre-feu, le télétravail, la fermeture des bars, des restaurants, de la vie sociale, culturelle, sportive, tout cela, c'est des mesures de confinement très strictes d'ailleurs, simplement de confinement partiel dans la durée, dans le temps ou dans le périmètre du confinement. Le 3 avril, il y a à nouveau un risque de saturation et vous voyez ces courbes qui sont d'ailleurs très similaires à d'autres pays d'Europe. La Belgique a vraiment un plateau tout à fait similaire, aucun retour à la normale. Et quand vous voyez le plateau, il peut vous paraître bas, mais en réalité, il est quand même supérieur à la première vague, à la vague du mois d'avril 2020. Certes, difficile à comparer parce qu'il n'y avait pas le même nombre de testings non plus. Mais on a quitté la mitigation, mais on n'est pas non plus donc dans la suppression, on n'est pas dans cette circulation minimale de virus. On n'a pas non plus changé le rapport au traçage à la recherche des contacts, aux traces digitales, ni à la qualité ou à l'efficacité en tout cas de l'isolement ou de la quarantaine. Le seul objectif chiffré, c'est de dire que tous les adultes devront être vaccinés d'ici la fin de l'été. La situation épidémiologique, alors c'est intéressant de voir ces trois stratégies, Elimination, Suppression, Mitigation. Vous voyez que l'Elimination a été un très grand succès sur le plan sanitaire, avec une absence de retour des vagues. La stratégie japonaise, vous la voyez ici, vous voyez que les deux vagues les plus hautes qu'ont connues le Japon n'ont jamais dépassé les 6000 cas, c'est-à-dire moins que les 5000 cas de la décrue annoncée par les Français, ou ciblée plutôt par les Français. Donc on est en circulation très très faible du virus. Et puis le Royaume-Uni qui a un bilan sur le plan sanitaire qui est très très mauvais, notamment en termes de décès par Covid, si vous regardez les chiffres. Alors, la situation mondiale, je vous la montre ici sur un site qui, quelque part, ressemble, est presque concurrent à celui que vous avez à l'école normale supérieure. Je pense que c'est même très bien d'avoir plusieurs journaux dans le kiosque. On n'a pas les mêmes modèles, donc pas forcément les mêmes taux de reproduction et pas forcément les mêmes prévisions non plus. On se réfrène à faire des prévisions qui vont au-delà de 7 jours, mais on n'hésite pas à les faire pour les 209 pays et territoires dans le monde pour lesquels on a des données officielles. Et pour certains pays, on a des données régionales, voire en France départementales ou en Suisse cantonale ou aux États-Unis ou au Canada. Et vous voyez une situation qui s'améliore par l'Europe centrale, la Finlande, le Royaume-Uni, et qui s'améliore dans toute l'Europe de l'Ouest également. On a une situation qui reste très très tendue en Amérique latine, qui se tend à nouveau en Afrique du Sud, en sud de l'Afrique, qui reste difficile en Inde, au Népal, et puis qui se tend en Malaisie. On a toujours des zones de grande sérénité, de grand calme en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'ai montré ici quelques projections pour la France, pour votre région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département du Rhône, qui montrent en effet, comme Patrice Abri l'a rappelé, qui montre une situation qui s'améliore beaucoup en France. On voit même à gauche que quelques départements commencent à arriver dans cette zone verte de suppression du virus, même si au niveau des régions encore, à part la Corse et je crois la Martinique et Mayotte, aucune autre région ne sont complètement encore tirées d'affaire. Mais vous voyez que la tendance française qui reste encore au-dessus de la zone de sécurité verte, mais reste la tendance est vraiment très très favorable. On a même, nous, un calcul d'un taux de reproduction aujourd'hui qui est inférieur à 0,8 en France, pour la première fois. Je voulais vous montrer ces courbes un petit peu compliquées à voir, mais des hospitalisations en France. Vous avez les hospitalisations en orange clair et en orange plus marqué, plus foncé, vous avez les hospitalisations en soins intensifs. Et vous voyez une chose très importante, c'est que tout au long de la pandémie, depuis de mars jusqu'à aujourd'hui, vous avez extrêmement peu de gens en soins intensifs après 80 ans.
Donc, n'attendez pas qu'il y ait un grand bouleversement de la distribution d'âge en soins intensifs, puisque les plus de 80 ans, finalement, de toute façon, n'étaient pas en soins intensifs en France. On n'hospitalise pas des gens qui sont trop fragiles et qui vont mourir de leurs soins intensifs. Lorsqu'ils sont en soins intensifs, malheureusement, le plus souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, dans ce domaine-là, des maladies asphyxiantes, des maladies respiratoires aiguës. En revanche, l'hospitalisation, ça se voit ici un peu, déjà à partir de l'âge disons de 80 ans, diminue très largement en France, alors qu'elle augmente et qu'elle a des niveaux d'ailleurs qui ressemblent à ceux de la première vague en hospitalisation. Ces données sont juste avant la décrue que l'on peut voir aujourd'hui, donc elles ne sont pas totalement récentes. Je voudrais, parce qu'on essaye de regarder quelles sont les stratégies gagnantes, je voudrais prendre quelques exemples, et en particulier les exemples de ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Vous voyez que les stratégies ont été différentes selon les pays. En fait, elles ont été essentiellement des stratégies de mitigation. J'ai rajouté et de populisme pour l'Inde et pour le Brésil, une mitigation teintée de populisme, parce qu'il y a souvent un peu même de dénégation, et puis une stratégie d'élimination pour la Chine. Vous voyez que les performances sanitaires sont très intéressantes. Des pays comme l'Inde ont très probablement des données sous-estimées. Donc le 22 décès pour 100 000 habitants est très probablement une sous-estimation de la réalité en Inde. Mais les pays que sont le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde ou la Russie sont tous au-dessus des 70 décès pour 100 000 habitants. Et la Chine, en revanche, a un chiffre totalement exceptionnel. Certes, la vaccination en Chine, qui est un producteur important de vaccins, est supérieure, la couverture vaccinale est supérieure à celle de tous les autres pays, mais on ne peut pas attribuer à cela, car cette vaccination est arrivée bien plus tard que la plupart des vagues qui ont frappé les autres pays. Donc, ce n'est pas attribuable à la vaccination aujourd'hui, ce faible nombre de décès. La performance économique est aussi au rendez-vous. Vous regardez, toutes les performances sont négatives dans quels que soient les pays, sauf la Chine qui a une performance positive. C'est également le cas de Taïwan, donc ça n'est pas lié à la Chine seulement. C'est également le cas du Vietnam, et puis même des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, qui ont un léger déficit économique en 2020 par rapport à 2019, ont des performances économiques très supérieures à celles de l'Union européenne, par exemple. Je n'ai pas d'indicateurs chiffrés sur la performance que j'appellerais sociale, la vie sociale, mais l'impact a été bien moindre dans tous ces pays qui ont été en elimination, donc en zéro Covid. Ces pays-là, même ceux qui ont été en suppression, en circulation faible du virus, ont connu beaucoup moins de confinement, beaucoup moins d'écoles fermées. La production des vaccins, elle est très intéressante dans ces pays-là. Seule l'Afrique du Sud et toute l'Afrique en général ne produit pas de vaccins sur leur sol, mais tous les autres pays en produisent et surtout en fabriquent des leurs. Le Gamaleya de Sputnik a son propre vaccin, le Vector Institute aussi en Russie. Sinopharm, Sinovac, CanSino et ZSW ont leur production de vaccins, j'y reviendrai rapidement. Et puis, les Indiens soit fabriquent des vaccins pour le compte, sous licence, pour le compte d'AstraZeneca, en particulier en Inde, des vaccins ARN messagers au Brésil, et Bharat fabrique ses propres vaccins en Inde. Je voulais parler rapidement de cette levée des brevets. En fait, la levée des brevets est un mouvement qui a été initié à Genève par le mouvement Médecins sans frontières, l'organisation non gouvernementale qui a son siège international à Genève et qui est près de l'OMS, mais aussi de l'OMC, et qui souhaitait que puisse se développer une initiative portée par des pays du Sud de lever des brevets sur les diagnostics, les traitements et les vaccins. Tous les pays du Nord et les pays producteurs étaient plutôt contre. Et on a vu que tout cela a beaucoup changé par le changement de position américaine
à la surprise de tout le monde il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas que la levée de brevets qui est importante, c'est également le transfert de technologie. Je voudrais parler un petit peu de la surdispersion, comme je disais. Alors déjà, la surdispersion, c'est quoi? C'est le fait que le R0, et je parle bien du R0, a une distribution qui n'est pas du tout distribuée de façon normale. Il y a une grande asymétrie dans la distribution du R0, puisque vous voyez ici, à gauche, vous avez le SRAS, qui était aussi dû à un coronavirus, le SARS-CoV, et puis la COVID-19, qui est due à un deuxième coronavirus très proche, qui s'appelle le SARS-CoV-2. Et vous avez la distribution du R0 dans chacun des cas. L'une qui avait été faite à Hong Kong. Le R0, c'est le taux de reproduction de base quand il n'y a aucune mesure d'intervention et quand personne n'est encore vacciné. Alors, vous pouvez vraiment regarder ce qui se passe. Et là, vous voyez que 70%, courbe de droite, des cas infectés ne transmettent à personne, à 0 personne, et 20% à une personne. Autrement dit, vous avez 90% des personnes infectées qui ne contribuent pas au phénomène épidémique, puisque phénomène épidémique il y a lorsque le R0 dépasse la valeur 1. Eh bien, il n'y a donc que 10% des personnes infectées qui voient leur niveau de contamination supérieur à un cas secondaire. Et je vous donne ici les formules que l'on peut déduire à partir de ce qu'on appelle l'intervalle de génération et le temps de doublement, qui nous permettent de calculer ce R0, le R0 bien sûr, et puis après le R. Alors, le R0, c'est issu de l'épidémiologie théorique, de modèles sur lesquels je n'irai pas dans les détails, mais de modèles déterministes avec des équations différentielles qui simulent les trajectoires des gens susceptibles, des gens infectés et des gens qui sont retirés de la chaîne de contamination parce qu'ils sont ou bien décédés ou bien guéris. On peut donc déduire et calculer le R0 comme le produit de 3 paramètres. Une probabilité de transmission, bêta, un nombre de contacts, C, de contacts efficaces, suffisamment prêts pour transmettre la maladie, et un intervalle entre 2 personnes infectées qu'on appelle intervalle de génération. Peut-être pour simplifier, on pourrait dire la durée de la période infectieuse. L'objectif que l'on va transmettre aux politiques, ça va être de réduire, de faire tous les efforts possibles pour réduire le R au-dessous de 1. Imaginons qu'on ait cette voiture dans les Alpes suisses ou françaises et qui soit en mauvaise posture. On voudrait faire tout pour empêcher qu'elle dévale et donc on va appliquer des freins. Ces freins vont être efficaces lorsque le R sera au-dessous de 1 et ils seront insuffisants tant que le R sera supérieur à 1. Donc on va agir sur les 3 paramètres. Et on va demander, on va proposer comme finalement politique publique de s'appuyer sur l'épidémiologie théorique et de dire ce qu'il faut, ce qu'il convient de faire, c'est de lutter contre la probabilité de transmission, contre les interactions sociales, le nombre de contacts et sur la période infectieuse. Si vous appliquez les gestes barrières, le masque, le lavage des mains, la ventilation, vous êtes vous faites diminuer la probabilité de transmission. Toutes les mesures de confinement, télétravail, fermeture des bars, des restaurants, fermeture des écoles, etc., luttent contre les interactions sociales, si je puis dire, diminuent les interactions sociales et le nombre de contacts. Le frein estival ou le frein environnemental, c'est un frein qui est à la fois sur les interactions humaines, car l'été, vous êtes plus dehors, vous ouvrez plus les fenêtres, vous avez donc à la fois une meilleure ventilation et donc une probabilité de transmission qui baisse, mais aussi un nombre d'interactions à risque qui diminue parce que vous êtes en terrasse. Voilà. L'environnement, c'est la pollution de l'air, agit peut-être aussi sur l'intervalle de génération d'ailleurs, parce qu'elle agit sans doute sur l'arbre respiratoire. Et enfin, le vaccin, l'immunité, agit à la fois sur la probabilité de transmission et sur l'intervalle de génération. Le R0 a aussi, et la surdispersion, a aussi des effets sur 2 choses. Sur la méthode de recherche des contacts. Alors, si vous avez des contacts qui sont
massivement contaminants, c'est bien de rechercher les contacts des cas qui nous sont rapportés. C'est ce que l'on fait en Occident. C'est ce qu'on a toujours fait en France, par exemple. Mais les Japonais disent, mais ça ne sert à rien. Pour 90% des cas, pourquoi recherchez-vous les contacts des gens contaminés alors qu'ils ne serviront à rien puisqu'ils ne contamineront personne ou une personne? Il vaut beaucoup mieux chercher les contacts du cas parent, de celui qui vous a contaminé. Car s'il vous a contaminé, la probabilité qu'il ait contaminé plus d'une personne est déjà beaucoup plus élevée. Donc, c'est ça la méthode rétrospective. Deuxième produit dérivé de notre R0, c'est le calcul de l'immunité collective qu'il faut atteindre pour éviter tout risque épidémique. Et c'est la formule qui dit qu'il faut que P soit supérieur à 1 moins 1 sur R0. Et si vous avez un R0 qui est à 2,4, c'était le cas de la souche originelle de ce coronavirus, on parlait à l'époque d'une immunité collective nécessaire de 60%. Puis aujourd'hui, le R0 est tiré par des nouveaux variants beaucoup plus transmissibles et il semblerait qu'il faille une immunité collective de plus de 80%. Alors les fameux variants, ce variant indien, on en entend beaucoup parler, qui serait survenu à l'issue de grandes manifestations religieuses mais aussi politiques au mois d'avril dernier, non, même au mois de mars dernier, en Inde, et qui a vu émerger 3 lignées de ce variant 1.617, dont le deuxième qui est un variant de préoccupation. Alors, les variants aujourd'hui, voilà leur courbe, leur distribution. Ce que vous voyez en haut, sur la carte du haut, c'est que le variant britannique fait plus de la moitié des souches circulantes identifiées en Europe, mais aussi une bonne partie aux États-Unis, parmi les variants et non la souche initiale qui est en gris. Vous avez aussi une bonne proportion en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Donc finalement, le variant indien commence à émerger en Asie, on le voit, est à peine significatif en Europe, mais ça évolue très vite puisque aujourd'hui même, les Britanniques ont annoncé que plus de la moitié de leurs souches répondent aux variants indiens. Vous voyez aussi sur le diagramme de droite à quel point ces variants, le bleu est le variant donc britannique, dit britannique, le B117, à quel point ils ont pris de la place dans l'épidémiologie actuelle du coronavirus. Les variants, il y en a 4 qui sont of concern, de préoccupation, le britannique, l'africain du Sud, le brésilien et l'indien. Ces lieux d'origine sont des lieux d'identification initiale. Ils sont tous plus transmissibles. L'indien semble donc plus transmissible que le britannique, qui était celui qui avait gagné toutes les compétitions jusqu'à présent, y compris contre l'africain du Sud ou le brésilien. Ils ne sont pas nécessairement plus virulents, ce n'est pas clair, mais en tout cas, ça n'est pas observé de façon consensuelle par les scientifiques. Et il n'y a pas non plus d'échappement immunitaire notable. Les dernières études montrent qu'à la fois le vaccin de Pfizer, mais aussi l'AstraZeneca sont tout à fait efficaces contre le variant indien et le variant britannique, un petit peu moins efficaces contre le variant d'Afrique du Sud, mais comme on dit qu'il est moins transmissible, c'est déjà un peu moins grave. Les vaccins, vous voyez aujourd'hui même, enfin ça date du 25, il y a un très bon tracker qui est dans le New York Times et qui est ouvert comme lien. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de vaccins en cours de développement. Donc il y aura d'autres vaccins qui arriveront sur le marché. Il y en a déjà 8 aujourd'hui qui sont approuvés dans le monde. J'ai mis en jaune ceux qui sont approuvés dans le monde occidental, que sont AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer, Moderna, et bientôt CureVac, qui vient de terminer son phase 3. Et puis, les vaccins qui sont approuvés dans le monde, les Chinois, il faut juste savoir que les Chinois, aujourd'hui, ont donné au monde plus de vaccins que tous les autres pays réunis. Donc, il y a beaucoup de vaccins chinois dans le monde, Sinopharm et Sinovac, qui sont des vaccins inactivés, c'est-à-dire c'est des virus entiers tués par un procédé chimique et qui vous sont injectés. C'est exactement le même principe que l'on a pour le vaccin de la grippe en ce moment en Europe. Donc, ce sont des vaccins
d'assez ancienne technologie ou traditionnelle, on va dire. Bharat, pareil pour les Indiens. Un peu mieux, c'est des vaccins où la protéine spike est purifiée. La protéine spike, c'est celle qui vient se coller à nos cellules pour que le virus puisse entrer dans nos cellules et se multiplier, puisque les virus ont besoin d'entrer dans nos cellules pour se multiplier. Eh bien, que ce soit vecteur russe ou ZFSW chinois, ce sont des protéines spike purifiées qui sont déjà sur le marché, alors que Novavax ne l'est toujours pas au niveau occidental. Et puis Sanofi non plus. Et puis les vaccins sur vecteur viral, c'est l'AstraZeneca que l'on connaît, mais les Chinois ont CanSino et les Russes ont le Sputnik V de Gamaleya. Il faut savoir que les Russes font tous leurs vaccins, tous les vaccins administrés en Russie, je ne parle pas du vaccin coronavirus, pour toutes les autres maladies, sont fabriqués par les Russes. Ça, c'est un héritage de l'avant-guerre froide, on va dire. Et puis Johnson & Johnson était celui qui a été le premier à faire un vaccin sur vecteur viral contre Ebola et qui a repris les mêmes technologies et les mêmes plateformes pour faire le vaccin sur vecteur viral. Et puis vraiment l'énorme innovation, le changement technologique brutal et majeur qui va peut-être révolutionner d'autres parties de vaccinologie moderne, y compris peut-être la vaccinologie contre le cancer, ce sont les vaccins de BioNTech, Pfizer et de Moderna et CureVac, qui est un vaccin allemand qui va arriver bientôt sur le marché. Juste savoir, Moderna est très dosé par rapport à 3 fois plus dosé que BioNTech, Pfizer, et BioNTech, Pfizer est lui-même aussi plus dosé que CureVac. Et que plus vous êtes dosé, et moins la tolérance est bonne. Je ne parle pas d'une tolérance long terme, je parle juste des effets indésirables immédiats de type syndrome grippal. Ma conclusion en 2 diapositives, d'abord, c'est qu'il y a une imprédictibilité de la pandémie. Nous nous refusons à prédire au-delà de 7 jours parce que nous pensons qu'on ne sait pas prédire. Moi, je ne sais pas vous dire ce qui sera du mois de juillet. J'ai bien l'impression que tout va bien se passer, mais ce n'est pas du tout certain. On a vu, et par exemple au mois de janvier, les autorités indiennes tablaient sur une fin de pandémie dans leur pays et on a vu la vague dévastatrice qui leur est arrivée. Et puis les autorités chiliennes espéraient bien que la vaccination très massive, l'une des plus élevées au monde, allait venir à bout de la pandémie. Ils sont en ce moment dans une situation très préoccupante vis-à-vis de l'épidémie. On a donc un espoir parfois trop important sur les vaccins. C'est évidemment les vaccins qui vont nous tirer de tout cela, mais il faut savoir qu'il faudra vacciner un très grand nombre de la population pour pouvoir être vraiment débarrassé du problème. Et probablement pas que de la population européenne, mais de l'ensemble de la population mondiale. Il y a un échec patent des stratégies, échec en tout cas en comparaison avec les autres, des stratégies adoptées en Occident, tant sur le plan sanitaire que social ou économique. En tout cas, elles sont beaucoup moins performantes que les stratégies de suppression ou d'élimination. Il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que la grande limite des stratégies de suppression et d'élimination de zéro Covid, c'est quand même la fermeture des frontières qui met un peu dans une forme de trappe ces pays-là. Et il va falloir que le vaccin les libère de cet ermitage. Donc la prochaine étape, est-ce que c'est l'éradication ? Ça ne va pas être discuté en ces termes à l'OMS, semble-t-il. Ce serait pourtant quelque chose qui devrait être coordonné par l'OMS. En tout cas, tout le monde se dirige vers une vaccination globale de toute la population. D'ailleurs, je vous invite à lire les 2 rapports très intéressants de la mission du panel indépendant qui a été missionné par l'OMS pour réfléchir sur cette pandémie et qui font des recommandations tout à fait intéressantes, notamment que l'OMS puisse faire enfin des inspections sur site dans les pays de son choix sans qu'elle ait à négocier au préalable avec les pays d'accueil, qu'il y ait un transfert de technologie afin que toutes les régions de l'OMS, en particulier l'Afrique, puissent produire sur son continent des tests, des médicaments, des vaccins sans dépendre des autres, que l'on améliore les prévisions épidémiologiques et qu'on ait une approche qui intègre davantage l'interface entre l'homme, l'animal et son environnement, parce que ce sont en effet des maladies qui passent le plus souvent de l'animal à l'homme. Voilà, ma dernière diapositive, c'est que quand on parle de zéro Covid, beaucoup de gens vous disent oui, mais ce sont des îles. C'est vrai, ici, c'est l'île de Samoa, où j'ai été et où il n'y a pas de Covid du tout à Samoa, zéro Covid.
mais c'est plus facile de contrôler les petites îles perdues au milieu du Pacifique que des pays interconnectés comme la France ou comme la Suisse. Et puis, puisque Patrice Abri a gentiment fait la publicité pour mon livre, je me permets de vous le mentionner ici, c'est Covid, le bal masqué, où j'essaie d'aborder un peu ces différentes stratégies et ces différents tours du monde que l'on a pu faire de l'épidémie. Merci de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long.